Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos, c'est le 144e épisode que nous vous proposons. Et pour ce 144e épisode, nous avons avec nous Bruno, oui. Depuis le Luxembourg. Alors, ça va repartir comme il y a quelques épisodes de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je mélangeais les Benoît et les Bruno. Je pense qu'on est bien parti pour. On refait le test, puisqu'il y a également Benoît avec nous, et même juste à côté de moi, pour être tout à fait précis. Alors, on a la petite histoire. Oui. Chaque fois, avant l'émission, c'est « Attends Benoît, t'es mal cadré, est-ce que tu pourrais un petit peu bouger ?» Alors j'ai dit « J'en ai marre. » Cadre. Oui, c'est ça. Donc il est venu jusqu'ici pour que je puisse faire un cadre plus ou moins correct. Et comme on peut s'en rendre compte, il se tasse sur son fauteuil. Laissez vos commentaires. Est-ce que le cadre était bien? N'hésitez pas. N'hésite pas aussi à parler bien près de ton micro. Oui, monsieur. Comme ça, je donne mes instructions. Tout le monde est au courant. On peut peut-être d'abord passer par le courrier des auditeurs, si ça ne vous dérange pas. J'imagine que non. Le courrier des auditeurs, cette semaine, il y a eu trois petits commentaires sympathiques que j'ai du mal à lire parce qu'ils sont un petit peu loin. Par rapport, par exemple, au GPD Pocket, petit ordinateur que nous a proposé Sébastien dans le hors-série, le dernier hors-série en date, quelqu'un qui nous dit que c'est un objet intéressant. Dommage de ne pas l'avoir allumé pour voir ce que ça donne. Il n'y a rien qui ressemble plus à un ordinateur allumé qu'un autre ordinateur allumé. Donc, bon, on y pensera la prochaine fois. C'est Windows 10, c'est tout. C'était un Windows 10 ou un Ubuntu. Je pense qu'il était en Windows 10 en l'occurrence, celui-là. Mais bon. Je pense que ça l'avait encore en Windows 10, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était l'une ou l'autre option. Autrement, pour la mobilité, il y a d'autres appareils, nous dit-il, le S8 ou le UI, etc. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à échanger entre vous. Je vois que Bruno n'est pas tout à fait d'accord avec la proposition. Oui, c'est une possibilité, mais comme l'auditeur le dit lui-même, il faut un écran en plus. Ah bah oui. Et un clavier. Oui. Et c'est pas le même système, hein. C'est pas Windows, c'est pas Linux, c'est pas Ubuntu. Ça reste des téléphones Android, donc on est limité au contexte Android. C'est pas du tout, même je serais tenté de dire, oh là, pas du tout, je me suis trompé de bouton, ça peut arriver. Tu voulais vérifier le cadrage. Ouais, c'est ça, je vérifie le cadrage en même temps. Non, mais c'est pas du tout le même concept en même temps. Ici, il s'agit vraiment d'un ordinateur portable, le GPD Pocket, qui est qui se comporte comme un ordinateur, un notebook, quoi, en gros. Donc voilà, c'est un autre type de produit. Autre courrier par rapport au même produit, c'est Burnout 220, un fidèle parmi les fidèles qui nous dit que pour un produit qui se dit mobile, il n'est même pas possible de mettre une carte SIM 4G. C'est pas tout à fait faux. C'est vrai que de plus en plus maintenant, quand on parle de produits mobiles, on s'attend à avoir un produit qui est désolidarisé de tout réseau et qui est vraiment mobile. On va pouvoir s'en sortir, oui, et l'utiliser sur le bord de la route, en gros, comme ta tablette 3G. Comme ça, il n'utilise même pas mon réseau Wi-Fi maison. Tout ça est aujourd'hui possible, et pourquoi pas effectivement l'avoir intégré d'entrée de jeu. Bon, ben voilà, j'imagine que ce sera pour une mise à jour. Je sais pas ce que tu en penses, Bruno. Oui, avec probablement une eSIM, comme on en a parlé la dernière fois. Par exemple, pas de carte SIM. Tout ça évolue très très vite. Allez, dernier petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs, avec une précision par rapport aux commentaires de Sébastien au début de la précédente émission, qui se plaignait que nous n'avions pas d'auditrice, ou en tout cas fort peu. Eh bien, si, on en a au moins une, puisque c'est Natacha, je l'ai noté. Natacha nous écoute depuis bientôt 2 ans et adore ce que nous faisons. Donc, nous voilà rassurés, il n'y a pas que des mecs, hein, je vois mon voisin qui est très content. C'est vrai, on a tendance à penser que les techs sont un peu machos, mais non, pas du tout. Oui, si. Seb surtout. Seb est plutôt macho. Allez, il n'est pas là, on peut en profiter. Donc n'hésitez pas à commenter nos épisodes quand vous en avez l'occasion, à nous laisser des petits messages également. Ici, Natacha, en l'occurrence, c'était via la page contact sur lestechno.be. On lit vos courriers, on essaye d'y répondre en général, et quand c'est pas le cas, on en parle en début d'épisode quand on en a ainsi l'occasion. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre abécédaire de la semaine avec la lettre A comme Apple, vous vous en doutez. Enfin, vous en doutez, non, c'est vrai que des fois on n'a pas de A comme Apple et on passe directement à autre chose à ce moment-là, mais là, en l'occurrence, il y en a un, puisque Benoît, tu vas nous parler d'une puce dans la pomme. Une puce, voilà, tout à fait, une petite puce dans la pomme. Alors, c'est de la rumeur. J'aime pas en général faire de la rumeur sur Apple, mais celle-là, elle m'a paru tellement
intéressante, que je me suis dit ça vaut la peine de la relayer. Il semblerait que le prochain iMac Pro, puisqu'on sait que le Mac Pro est en fin de vie et devrait être remplacé par un iMac Pro, une machine donc avec écran intégré, etc., comme un iMac, mais plus puissante, serait pilotée par une puce A10, donc une des puces ARM qu'Apple développe, donc les puces qui sont développées pour les téléphones. Mais évidemment, la question, c'est mes kits de mes logiciels et compagnie. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la puce A10 qui gérerait le démarrage de la machine, etc., qui gérerait Siri, qui gérerait certains services comme ça, et puis qui passerait la main pour l'exécution des logiciels à un processeur Intel classique. Et donc, le processeur Intel classique serait un petit peu le coprocesseur de la puce A10 de l'iPhone. Donc, à voir l'annonce, mais c'est... Oui, c'est ça, c'est plutôt rigolo comme concept. En même temps, c'est un peu révolutionnaire, non ? C'est assez... c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, où en général, on a la puce. Alors, la logique, évidemment, c'est qu'Apple veut développer un certain nombre à développer sur ses téléphones un certain nombre de services qui sont très dépendants du hardware, notamment la Secure Enclave, donc l'endroit où on enregistre les données, le Touch ID ou le Face ID. Parce qu'on le rappelle, ces données ne quittent jamais le téléphone, elles sont dans une zone sécurisée sur le téléphone, et donc pour offrir le même service sur un Mac, ils ont besoin de la même chose, et donc la logique, et du coup ça se fait dans la séquence de boot, donc forcément c'est ce processeur-là qui doit être maître quelque part, c'est juste très logique si tu réfléchis, mais voilà, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est encore que de la rumeur pour le moment, c'est quand même de la rumeur basée sur une analyse du code de macOS, donc c'est quand même plutôt crédible, mais voilà, on va attendre, on va voir. Bruno, tu avais entendu parler de Starfire, j'ai envie de dire ? J'avais vu passer la rumeur sur Internet aussi. Je trouve ça assez intéressant à voir comment ça va être appliqué juste dans la séquence de boot pour permettre vraiment une sécurisation du login. Donc avant qu'on soit vraiment dans le système, de verrouiller vraiment l'accès au système par cette puce-là qui serait activée en permanence, je dirais. Mais on pourrait même imaginer qu'elle soit activée vraiment, alors que l'iMac serait éteint et que Siri puisse quand même continuer à fonctionner, comme votre téléphone consommerait très peu d'énergie finalement, et pourrait donc répondre à des données. Peut-être même qu'il pourrait intégrer cela à un écosystème plus complet, c'est-à-dire on va parler bientôt des Apple Pod. Peut-être que ça va faire partie de cette maison connectée comme la verrait Apple, non seulement avec un téléphone, mais aussi un Mac qui aurait cette fonctionnalité en permanence allumée, même si l'écran est éteint, même si l'ordinateur en fonction serait éteint. Après, est-ce que cette puce-là sera utilisée dans l'OS même ? Vu qu'il y a une analyse du code, je pense que oui, elle le serait pour certaines fonctionnalités, comme Benoît l'a dit, pour Siri ou pour des applications qui sont déjà développées sur iOS, et donc utiliserait exactement le même code, seront très très facilement portables sur la machine sans devoir les porter, les émuler dans le système Unix en fait. Ça ouvre des perspectives, on va dire ça comme ça. C'est particulier, mais ça ouvre des perspectives. On va te laisser la parole. Moyen encore pour Apple de se différencier. Parle bien fort, Benoît. C'est un autre moyen pour Apple de se différencier en arrivant avec un produit qui ne sera pas clonable en fait. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à démarrer macOS sur des systèmes, sur des PC, etc. Là, Apple utilise son savoir-faire non seulement en matière, c'est ce qu'ils vont toujours, non seulement en matière de logiciel, mais aussi en matière de hardware, pour proposer ce qui serait peut-être une solution unique. Oui, en l'occurrence, ils se détachent complètement du reste du marché, ça c'est assez clair. Je vais te repasser la parole, Bruno, parce qu'on parle encore de Apple, on est toujours à la lettre A comme Apple, pour parler de ces fameux, tu en as parlé, de ces fameux haut-parleurs intelligents. Là, c'est officiel, Apple postpose la diffusion, on va dire, de ce nouveau produit. Oui, les HomePod, j'avais dit Apple Pod, c'est HomePod, que Apple a annoncé pour fin de cette année aux États-Unis et en Angleterre. Et en Australie, pardon. Ils ont fait une annonce officielle comme quoi ça serait disponible au plus tôt début de 2018. Donc ils ont vraisemblablement des petits soucis, des petits couacs pour finaliser le produit, parce qu'ils veulent, selon leur dire, sortir un produit haut de gamme qui va directement concurrencer d'une part Amazon et Google sur leur assistant intelligent, et d'autre part plutôt Sonos dans
tout ce qui est qualité sonore de ces haut-parleurs. Donc voilà, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Après, il y a eu quand même pas mal ce genre d'effets d'annonce qu'Apple a fait dans ces derniers temps avec Tim Cook. On n'avait pas ça avant avec Steve Jobs, qui n'aimait pas annoncer des produits avant qu'ils soient vraiment sortables, on va dire, qu'ils soient en production. Et là, on annonce des produits qui en fait finalement sont en développement, comme on l'a fait avec l'iMac Pro. Oui. On l'a annoncé bien avant. On a juste montré une image. Il sera bien, il sera magique, il sera tout beau, tout noir, il sera voilà. Qui sera retardé aussi, manifestement. Et qui sera probablement retardé aussi. Donc, voilà, ils annoncent un peu trop tôt, je trouve, les objets. Et là, ils risquent malheureusement, ou pas, de louper la vente de fin d'année et de laisser un peu d'avance à Amazon, qui a déjà beaucoup d'avance sur les autres, et à Google, qui est en train de rattraper l'avance d'Amazon avec Amazon Alexa. Mais les fanboys Apple vont de toute façon acheter les HomePod, ça, il ne faut pas en avoir de doute. Moi-même, je suis en train de tester à fond Alexa et Google Home, parce que j'ai fait l'acquisition récemment d'un Google Home Mini. Je teste Alexa en anglais et en allemand, surtout en allemand en fait, et je teste Google en anglais pour voir vraiment les fonctionnalités par rapport à l'écosystème que je suis en train de me faire ici, et par rapport à mon écosystème Sonos, parce que Sonos va aussi intègre déjà en fait Alexa, et donc est un concurrent direct au HomePod de ce côté-là, avec la qualité sonore et l'intégration d'un assistant intelligent. Mais pour en revenir à Apple et justement à cette indisponibilité de ce nouvel haut-parleur intelligent, c'est vrai qu'il loupe les fêtes de fin d'année, c'est un peu ballot, parce qu'on sent que c'est une tendance du moment, technologiquement. C'est le cadeau, c'est pas très très cher, c'est pas le device le plus coûteux. Je te sens dubitatif à côté de moi, Benoît, mais je veux dire, c'est pas le truc, c'est pas un iPhone 10, quoi. Je veux dire, tu vois, et ça fait plaisir effectivement à l'Apple fan, si on en a dans notre famille ou parmi nos amis, c'est un cadeau, on va dire, voilà, ça peut se faire, quoi. Mais s'ils sont pas là, on fait un bon pour un cadeau livrable à Pâques. En gros, c'est un peu ça, qui même pas, parce que ce sera début 2018 pour ces trois pays-là. Pour le reste du monde, ils n'ont pas donné de date du tout, donc ça peut même être fin 2018 ou même 2019. Donc tout cela dépendra probablement aussi de l'intégration des différentes langues dans ce nouveau système qui va plus contrôler la maison connectée que ce que fait jusqu'à présent Siri. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Sauf si Benoît avait un truc à rajouter sur la question, non Non, de façon générale, je pense qu'Apple c'est vrai que c'est une immense boîte, mais en même temps, ils ont une capacité de développement qui est quand même assez limitée. Quand tu regardes, ils soignent très fort leurs produits, et donc ils ne font pas des masses de produits. Et c'est vrai qu'on les voit ajouter des gammes de produits, quand tu suis, tu as quand même l'impression qu'ils ont du mal à trouver assez d'équipes pour développer avec leur niveau d'attente et leur niveau de qualité tout ce qu'ils essaient de faire. C'est peut-être aussi une question de fabrication, de trouver les bons intermédiaires pour fabriquer, parce qu'ils ne fabriquent rien eux-mêmes, ils n'ont pas d'usine en propre, donc il faut aussi se tourner sans doute vers des partenaires fiables, et s'ils ne trouvent pas la fiabilité ou la puissance entre guillemets de production adéquate, peut-être qu'ils se réservent un petit peu. Je lisais quelque part qu'il y aurait peut-être un iPhone SE2 ou bis, et qui serait produit par exemple en Inde, qui aurait là une chaîne de production qui serait tout à fait conforme à leurs attentes, et qui pourrait produire le volume voulu, sachant que c'est un appareil en plus qui serait plutôt destiné à des pays où effectivement le coût de l'appareil est important, et le marché émergent sur des appareils on va dire d'entrée de gamme, mais qui restent tout à fait très 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 valables. Moi j'en ai un, j'en suis très très content, surtout quand on n'a pas besoin d'un grand écran, etc. Ça reste un smartphone, en plus de ça, dans l'écosystème Apple, quand on aime ça,
tant mieux, on a envie de dire. Hein. Donc, enfin voilà. On ferme la page Apple, si vous le voulez bien, pour passer à la lettre A comme Ant Design. J'ai découvert ça avec toi, Benoît. C'est quoi? C'est un... c'est une librairie de composants pour faire du design de site web. Donc c'est un peu plus technique que certains sujets qu'on aborde parfois, mais je pense que ça devrait intéresser un certain nombre de nos auditeurs, parce que quand on est sur un site web, il y a plein de choses qui s'affichent, des boutons, des tables, des images, etc. Et derrière chacune de ces choses, il y a un petit bout de code, et ces petits bouts de code, c'est des composants. Et il y a quelques années, Facebook a lancé une solution pour faire du développement de site web qui s'appelle React. Et Alibaba, tu sais, la boîte qui fait l'espèce d'eBay chinois, a développé une librairie de composants qui marche très fort, qui s'appelle Design. Et ils viennent de sortir Design Pro. Donc la première version, elle était destinée vraiment à un design classique, qui est destiné à du front-end, donc à un site, le site Alibaba pour les visiteurs, etc. Et la version Pro, elle se destine... ça reste gratuit, hein. C'est des produits open source. Le pro ne veut pas dire que c'est devenu payant ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire qu'elle se destine plutôt à un usage back-office, je vais dire. Donc on va retrouver des choses comme un dashboard, des graphiques, etc. Alors le truc très gac, c'est que, enfin qui m'amuse un peu, le produit étant développé par Alibaba, la première version qui sort, elle sort complètement en chinois. Et donc tu as une petite page qui te présente l'idée, et puis tout le reste, toutes les démos, etc., pour l'instant sont en chinois. Et ils sont encore à traduire. Une fois que ce sera accessible à tout le monde, ça va être... Voilà, ça doit faire plaisir. Design est un très beau produit. Il est très bien fait. C'est une très belle librairie de composants, à la fois graphiquement bien faite et bien pensée, etc. Donc c'est chouette de voir... Ce que je trouve très chouette, c'est de voir ces sociétés qui disent, voilà, parce qu'ils ont quand même des moyens de développement énormes, et on met ces moyens de développement énormes, et en plus après on le rend open source, donc on n'est pas en train de prendre, mais on prend et on redonne à la communauté. Et donc ça c'est plutôt une démarche qui est très très positive. Chouette. Un deuxième truc, c'est de se dire quand même que on a cette vision de la Chine comme étant un pays qui fait des produits un petit peu bas de gamme. On oublie légèrement qu'ils font les produits qu'on vient d'évoquer, l'iPhone, etc., qui ne sont pas franchement des produits bas de gamme. Et puis ce qu'on voit, c'est que d'une structure de fabrication, ils sont petit à petit en train de devenir une organisation, un pays qui est capable de proposer des choses nouvelles, innovantes, intéressantes, qui créent eux-mêmes. Et donc il y a une montée en gamme de la Chine qui est vraiment... pertinente. Tu parlais d'Alibaba, l'Amazon chinois, on l'appelle comme ça, mais Alibaba maintenant est présent quasiment partout dans le monde. Hein. Ils ont quand même fait un chiffre d'affaires record, je pense, à l'occasion de la journée, non pas du Black Friday, ça c'est encore autre chose, mais à l'occasion de la journée du célibataire. En Chine, il paraît que c'est très connu. On a l'habitude de faire des cadeaux aux célibataires, etc. Et ils ont fait un chiffre d'affaires qui avoisine les 20 milliards de dollars, je crois, quelque chose comme ça. Donc, sur une journée... C'est pas mal. C'est une grosse économie. Hein. C'est une fameuse économie, ça, on peut le dire. On passe à la lettre D. D comme Devduino. Alors, ça, c'est un produit qu'on aime bien chez les technos. On a rarement l'occasion d'en parler. Je parle là d'Arduino. On a rarement l'occasion d'en parler parce qu'il n'y a pas souvent d'actualité. Enfin, il y a beaucoup d'actualités autour d'Arduino, mais souvent un petit peu pointues et très ciblées, justement, pour l'utilisateur d'Arduino. Mais quand il y a une information qui est un petit peu plus large public, j'ai envie de dire, on n'hésite pas à sauter dessus, Benoît, avec ce Devduino pour, finalement, c'est pour apprendre à se servir d'Arduino, ou je dis une bêtise? Tout à fait, tu as tout compris. Donc voilà. C'est un board Arduino qui se destine vraiment à l'apprentissage. Donc l'idée, c'est d'avoir un board qui va être très lisible dans la présentation, qui va venir avec un certain nombre de composants dont on a besoin, surtout si on est en train de vouloir apprendre, c'est-à-dire un écran, quelques input-output. Je pense qu'il y a un capteur de température. Enfin, il y a quelques éléments qui sont... C'est ça, oui, il y a quelques capteurs qui sont compris dedans, ce qui veut dire que tu ne démarres pas de rien. Tu ne dois pas partir de ton board et puis assembler quelque chose avant d'arriver à pouvoir commencer à avancer, je veux dire. Tu as un ensemble qui est déjà packagé, qui te permet de démarrer. Et donc, du coup, c'est un bon outil pour apprendre. C'est un Kickstarter. Ouais. Le produit de départ, donc le board à minima est à 37 €. C'est un truc français. C'est un Français qui lance ça, qui a fait pas mal de tutos, etc. autour d'Arduino, et donc qui était un peu frustré par le fait que ces tutos commençaient par
ces tutos, commençaient par faut prendre tel bord, faut prendre ça, faut prendre ça, faut prendre ça, faut prendre ça. Donc il a simplifié un peu. Et le modèle, je vais dire, qui a l'air, donc 37 prix de démarrage, le modèle qui a l'air un peu sympa avec quelques accessoires et compagnie pour avoir un petit peu plus que juste le bord d'apprentissage, donc avec le module Wi-Fi, le module Bluetooth, etc. C'est 59 €. D'accord. Et après, il y a des modèles pour les écoles et compagnie avec des plus gros. Alors ça, c'est l'aspect hardware, mais je pense qu'il y a un accompagnement software aussi avec... oui, donc l'idée, c'est pas juste d'avoir le hard, ouais. Effectivement, tu vas avoir un accompagnement pour t'aider justement à démarrer. C'est un kit complet pour apprendre Arduino. C'est un petit peu comme la boîte du petit chimiste. Voilà, la boîte du petit chimiste moderne. Voilà, mais là sur de l'électronique. Et c'est vrai que finalement, je sais pas à partir de quel âge ça dépend de la personne, je pense. Oui, c'est ça. Il y a des gens curieux qui, à 10 ans, sont déjà en train de bidouiller. À 4 ans, même, il y en a qui bidouillent. Non, mais parce que ça s'adresse... C'est pas un projet pour mettre entre les mains des gamins. Ça se dessine pas à ça. Ça se dessine plutôt à 16 ans, un adolescent, etc. Des gens, et puis n'importe quel âge. C'est pas un produit d'école. C'est un produit pour les gens qui sont curieux par rapport à ça. Il n'y a pas d'exclusif, je pense, en fonction de l'intérêt. On peut imaginer des âges beaucoup plus jeunes, mais il cible effectivement 16 ans et plus, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas ce genre d'outil qu'on va mettre entre les mains pour essayer. Tiens, on va lui donner ça pour voir comment il prend. On a présenté des solutions qui étaient plus adaptées à ça. Les petits composants avec les petits aimants là, dont le nom m'échappe. On les en avait petits parlé. robots qu'on avait présenté, les petits robots qu'on beaucoup plus ludiques. Voilà. Ici, on n'est pas sur ça. On est quand même. Tu regardes la tête du machin, c'est quand même. Ça ressemble quand même bien à board. Ouais, c'est de l'électronique, quoi. Mais voilà, après, ça peut quand même être sympa pour étudier. Chouette projet. Si vous avez envie de faire un petit cadeau, en plus, c'est pas très très cher. Et bon, on peut pas faire beaucoup d'erreurs pour les fêtes de fin d'année. De nouveau, on va avoir de plus en plus, à mon avis, des produits comme ça qui seraient susceptibles de faire plaisir. Dans la période de Noël, Nouvel An. Devduino, ça s'appelle. C'est à comparer à un Raspberry Pi, mais alors en sachant que tu as le côté accompagnement dans la... Quoi qu'il existe aussi, il me semble, des kits autour de Raspberry. J'ai pas le nom en tête, mais j'avais vu ça une fois, qui permettait aussi d'avoir vraiment les éléments et de pouvoir très rapidement, en quelques clics et en quelques, pas soudures, mais en quelques dispositions d'objets, faire des capteurs, monter un petit système d'horloge et des choses comme ça. Ça existe aussi, il faut un petit peu se renseigner, il faut trouver un petit peu des sources. Il n'en manque pas sur le web. Vous tapez Arduino, vous tapez Raspberry, vous allez trouver plein de choses intéressantes. D, toujours, la lettre D comme Deutschland. Bruno, on va parler de l'Allemagne. Bruno, je suis très allemand en ce moment. Bah oui, c'est ça. Il est l'heure d'interdire les montres en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les montres connectées, pour enfants. Oui, en plus, d'accord. Voilà. En fait, il y a sur ces montres connectées pour enfants une fonctionnalité de Babyphone, donc qui permet via la connectivité aux parents d'écouter l'entourage de l'enfant. Et c'est ça qui pose problème, en fait, par rapport à l'entité de régulation en Allemagne, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser pour espionner les enseignants, par exemple. Oui. Donc ça, ils ne veulent pas. D'accord. Aussi, c'est une possible moyen de entrer en contact avec l'enfant, parce que généralement on peut aussi parler à l'enfant sur ces montres-là. Donc ça serait quelqu'un qui a créé la montre pourrait parler à l'enfant et faire semblant d'être son parent, lui donner des ordres, etc. Donc voilà, ils sont assez maniaques les Allemands, on va dire, parce qu'il faudrait aussi interdire les masques, parce qu'on peut se faire passer pour une autre personne dans la rue aussi. Donc voilà. Non, mais après, il faut être prudent avec les enfants, bien entendu, parce qu'ils ne voient pas la réalité du même œil que les adultes, c'est clair. Moi, je suis d'avis de toute façon que toute la technologie n'est pas forcément faite pour les enfants, smartphone y compris. On donne de plus en plus tôt un smartphone à ses enfants sous prétexte de pouvoir l'appeler en cas d'urgence. Ça, il paraît que c'est pas bon. Il faut pas être comme ça. Moi, dans mon enfance, j'ai jamais eu de souci à être contacté. Mes parents savaient où j'étais, je savais comment rentrer à la maison, etc. Donc voilà, on est un peu trop maniaque. On est devenu un peu trop maniaque et on laisse un peu
trop peu de liberté aux enfants, on les flique un petit peu trop. Ils avaient déjà fait ce genre de démarche il y a quelque temps en Allemagne. En fait, ils avaient interdit la vente, commercialisation d'une poupée connectée qui, elle, avait été hackée par des hackers pour prouver justement qu'elle était facilement hackable et on pouvait parler comme ça aux enfants. Donc, ils ont interdit la vente, ils vont entreprendre l'interdiction de la vente en ligne à beaucoup de sociétés et ils encouragent les parents à carrément détruire les montres connectées pour enfants qu'ils auraient achetées. Hein. Donc, violent. Oui, c'est assez violent. Ouais, mais bon, c'est les Allemands. Hein, c'est comme ça. On ne passe pas par quatre chemins. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. Je ne sais pas si l'interdiction est le meilleur outil, mais je vous rejoins sur le fait qu'il faut laisser un espace aux enfants. Il faut leur laisser un espace de liberté. Il faut leur laisser un espace pour faire des... C'est vrai que tous les parents ont cette espèce de désir d'être la petite mouche sur le mur qui entend les trucs, mais c'est normal, pas bon pour le développement. Je pense qu'on a besoin d'un espace où on n'est pas en permanence surveillé. Et puis on perd cette notion de bêtises et où on peut gérer des problèmes, apprendre à les gérer, etc. Quoi. Il y a ce problème aussi de perdre cette notion de séparation à un moment. Pour mieux se retrouver plus tard. Parce qu'en étant tout le temps en contact, et même c'est vrai pour des adultes, de se dire que finalement on peut s'appeler n'importe quand, on est se connecter sur Facebook, on peut s'envoyer un message, un SMS, on se quitte jamais en fait. Et donc ça peut créer aussi de l'usure, de la fatigue, du stress. Alors avec un enfant, j'imagine encore plus quoi. Enfin, j'imagine. Donc, on parle de parents hélicoptères pour ces parents qui sont sans cesse en train de tourner autour de leurs enfants. C'est ça, qui sont tout le temps en train. Et qui ne les laissent pas... libres, quelque part. Bruno. Oui, on va bientôt sortir des drones pour parents qui seront permanents au-dessus des enfants. Comme ça, les Allemands pourront aussi interdire les drones. Ça, c'est en cours. C'est en cours, c'est déjà fait, ça. Ça risque bien, en effet. Allez, on passe à la lettre E, comme éclair, comme fermeture éclair, j'ai envie de dire. Hein. E et F en même temps, Benoît. Alors ça, c'est quand on a Benoît avec nous, c'est toujours rigolo, parce qu'il nous trouve toujours un petit produit qui est technologique, on peut pas dire le contraire, mais qui sort des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de vous présenter comme produit technologique. En général, nous, il y a des piles, il y a des batteries, il y a des trucs qui s'usent, etc. Lui, il va nous trouver un truc qui s'use pas, par exemple. Ça s'use quand même. Je pense que ça s'use quand même. Si tu en as déjà une, tu sais que ça s'use quand même. Donc effectivement, c'est un studio japonais, Nendo, qui a été chargé par YKK. Je ne sais pas si tu sais qui est YKK. C'est le plus gros fabricant de fermetures éclair. Exactement, tout à fait. Regardez bien vos fermetures éclair. C'est écrit dessus en général sur la petite tirette. La petite tirette, la petite attache là. Ouais. Celle qui casse. Oui, celle qui peut casser de temps en temps. Ouais. Il y a plein de trucs qui peuvent casser. Ils ont un bon produit quand même, hein. Ça fait longtemps qu'ils l'ont. Ils ont toute une gamme avec des qualités différentes, mais ils ont des gammes qui sont effectivement pas mauvaises. Bref, donc ils ont demandé à Nendo, qui est un bureau de design japonais, de réinventer la fermeture éclair, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que, je sais pas moi, qu'il y ait tous les autres produits qui se réinventent et pas la fermeture éclair. Ouais. Alors, on aurait pu s'attendre à un machin connecté avec une puce, un truc, etc. Non, ils ont fait vachement mieux. Et sincèrement, ils ont fait vachement mieux. Ouais. Ils ont fait un super boulot de design. Ils ont inventé une fermeture éclair. Enfin, ils ont inventé 5-6 variantes autour de la fermeture éclair et des crochets qui leur permettent de faire des croisements. C'est incroyable, ça. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tu poses ton iPad, tu refermes, imagine, tu poses ton iPad, tu as la housse et tu refermes les 4 côtés de la housse et puis tu fais 2 coups de fermeture éclair. Donc elles se croisent. Alors, et t'as refermé le machin. On a tous eu cette histoire, vous voyez, au ski, où notre fermeture éclair, tout à coup, il est bloqué. Parce que les petites pines, elles sont pas l'une en face de l'autre. Il y a un petit truc qui s'est décousu, machin. Etc. Alors vous imaginez avec un croisement, le truc de malade. Je pense que là, ça peut rendre fou, hein, un truc comme ça. Faut faire attention. Je sais pas si c'est conseillé pour tout le monde. En même temps, on peut saluer l'effort, parce que voilà, si ça fonctionne, c'est génial. Il y a d'autres versions. Il y a une version avec la fermeture éclair qui laisse un espace pour faire passer les câbles. Pas mal, ça. Pour sortir le câble de l'écouteur, etc. Il y a une version avec une fermeture éclair où tu as 3 fermetures, 3 brins qui se regroupent. En 3D. C'est chouette. Donc, c'est assez extraordinaire. Sincèrement, suivez le lien. C'est assez...
c'est bluffant, je trouve. Écoutez, c'est simple. Le lien dont parle Benoît, c'est toujours sur lestechno.be. C'est là que se retrouvent toutes les sources des sujets que nous abordons dans nos épisodes hebdomadaires. Et ça, on y tient, à vous laisser les sources. Ça vous permet aussi de rebondir éventuellement, de faire des commentaires. Donc sur lestechno.be, au regard de chaque épisode hebdomadaire, vous avez les liens vers les articles dont on vous parle chaque semaine. On était à la lettre E comme éclair, I comme intelligence artificielle, parce que ça aussi on en parle régulièrement dans les technos, avec Ruscam. C'est un bot en fait, c'est un chatbot qui est supposé nous aider à faire la chasse aux escrocs, c'est ça, hein? Exactement, donc tu as tout le scam, c'est-à-dire tu reçois un mail d'une personne qui a quelques millions, qu'elle voudra bien sortir de son pays, qui ne sait pas comment la sortir, etc. Et qui justement a besoin de ton aide. Est-ce que tu accepterais de recevoir les millions? Oui, si tu verses un petit acompte. Voilà, il faut d'abord verser un petit acompte, etc. Et en fait, ces gens, derrière, forcément, ils envoient une série de mails comme ça en masse, et puis ils reçoivent quelques réponses, et puis ils discutent. Oui. Et c'est là qu'ils lancent en conversation. Et donc l'idée, c'est d'avoir un robot qui va leur répondre et qui va entretenir la conversation le plus longtemps possible pour les fatiguer en disant ah mais c'est formidable, oui bien sûr que je peux vous aider avec les millions, comment est-ce qu'il faut faire? Et donc l'escroc va répondre en disant je vais vous contacter, il faudrait que vous me donniez votre numéro de compte bancaire, machin. Ah mais je vais vous donner mon numéro de compte bancaire, mais est-ce que le robot a plein de phrases, c'est assez marrant d'aller voir les quelques exemples qu'il donne, qui sont à chaque fois différentes. Donc c'est pas un scénario type, ce qui fait que l'idée tant que l'escroc va pas se rendre compte qu'il est en train de parler avec un bot, et le bot va essayer de le tenir occupé aussi longtemps que possible en se disant voilà, du coup les escrocs vont perdre du temps et à l'usure, on va les avoir à l'usure, se rendre compte que leurs petites escroqueries sont moins efficaces, ou au moins auront moins de temps pour arnaquer les gens. Je trouve ça mal. Alors le principe, c'est quand tu reçois un mail comme ça qui est un scam ou quoi, tu l'envoies à une adresse mi@riscam.org. Là aussi, suivez le lien à partir du site des techno et vous retrouverez l'info. Et là, à partir de là, le robot va prendre la main et va avoir une conversation. Et quand ta conversation s'arrête, parce qu'à un moment, le mec en face finit par se rendre compte qu'il est en train de se faire entraîner n'importe comment, le bot t'envoie un petit compte-rendu de la conversation, ce qui fait que tu peux voir combien de temps. Est-ce que ça veut dire que techniquement, comment ça se passe? Est-ce que le bot a besoin de... il va publier des messages à ta place avec ton adresse mail en fait, ça c'est peut-être un petit peu... c'est pas un peu dangereux? Tu ne savais pas qu'on peut très 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 facilement remplacer ton donner l'impression qu'on envoie un mail avec ton adresse. J'étais à l'UNIF, c'est pas hier, regardez les cheveux gris. Et il y avait déjà dans les revues sur la sécurité informatique des articles traitant du fait que il y avait eu des gens qui s'étaient fait avoir parce qu'ils avaient reçu des mails pensant qu'on avait forgé l'adresse, etc. Donc c'est vieux ce truc. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas radicalement changé. De toute façon, le personne qui envoie ce genre de choses n'a pas de moyen de t'identifier, genre un certificat électronique ou quoi. Donc voilà, ils n'ont pas les outils non plus, probablement pas les compétences non plus. Il ne te connaît pas déjà, donc il n'a pas un point de départ pour savoir si c'est vraiment toi. C'est vrai, en plus, ouais. Donc voilà, à l'usure, gaver. L'idée est géniale. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Gaver le. Moi, j'ai des amis qui font ça quand tu vois les coups de téléphone que tu reçois à la maison pour te vendre des trucs et qui prennent un malin plaisir. Mais il faut avoir le temps pour le faire. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps pour le faire, mais qui prennent un malin plaisir quand ça leur arrive de commencer à discuter avec la personne. Ah, vous proposez ça, ça peut m'intéresser, ça peut intéresser mon frère, ma femme, ça peut intéresser. Et comme ça, et garder le plus longtemps. Et bien à un moment donné, les gens de l'autre côté, ils se disent oh, mais attends, moi je dois faire une vente ici. Ça fait 10 minutes qu'il me tient la jambe. Et c'est un petit peu le chasseur qui vient chasser. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un bon truc de temps en temps à utiliser. Je sais pas si Bruno avait un truc à rajouter sur ce sujet, parce que je le vois au pied du chef. Non, pas spécialement. Pas vraiment. Non, mais je trouve ça intéressant effectivement d'user l'usurpateur. C'est clair. Non seulement de l'user, mais de l'occuper en même temps. C'est ça qui va. Oui, mais c'est vrai, parce qu'il peut pas tout faire non plus. Alors maintenant, si les escrocs s'équipent de bots. Ah oui, là, on est... Là, on risque d'avoir des petits soucis, ce qui n'est pas impossible. On imagine les bots qui parlent entre eux. Et donc, finalement, les mails seraient tués à cause des bots. Tu vois, il y aurait 99% d'échanges seraient des échanges de bots. On a été à la lettre I comme intelligence artificielle. On reste à I, Bruno, pour parler de robots. Un robot qui a passé un examen, celui de médecin. C'est pas vraiment rassurant, mais enfin, en même temps, il a réussi. Oui, c'est en Chine que ça se passe. Le petit robot s'appelle Xiaoyi.
et qui veut dire petit docteur, hein, c'est pas mal. Et il a effectivement passé dans les conditions réelles, hein, sans être connecté à Internet. Il a passé l'épreuve dans un espace à part. On lui a fourni l'examen écrit, hein, de médecine, l'examen national de médecine chinoise. Et il a fait sur 600, il a fait 456 points, qui est bien au-dessus de la moyenne, qui n'est pas aussi fort que le record humain qui était à 553 points. Faut noter que c'est pas parfait non plus d'un côté ni de l'autre, mais pour cela, donc ils l'ont gavé, on va dire. Il s'est nourri pendant un an de pas mal de sources. On lui a donné 1 million d'images, 53 000 ouvrages et 2 millions de dossiers. Et d'autres centaines de milliers de rapports médicaux. Il a analysé tout ça et il a su répondre correctement à ces questions de médecine. Hein. C'est pas quelque chose de commun. Donc il va pas remplacer le docteur. Enfin, l'idée n'est pas de remplacer un docteur, pas tout de suite pour l'instant, en tout cas, mais d'aider les docteurs en cas de doute. C'est comme une encyclopédie qui va vous répondre intelligemment finalement. Hein. Donc c'est développer une intelligence artificielle dans un contexte bien précis, mais un contexte très 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 poussé. Donc voilà, imaginez le docteur qui a un doute, il va poser ça à son assistant. C'est pas forcément sous forme d'un robot, ça sera en forme de programme. Ici, c'est pour la blague, le petit robot. Voilà, exactement, c'est juste pour la blague. Mais le logiciel va ce sera un Siri médecin qui va pouvoir vous dire ça pourrait être ça, comme c'est les symptômes de cette maladie-là. Et je pencherais plutôt pour ça parce que le patient a dit ça et ça. Ça, c'est pas des réponses qu'on pourrait sortir, c'est vraiment une analyse médicale éventuellement basée sur beaucoup de critères et beaucoup de savoir en fait. Et là, il s'est nourri que pendant 1 an, on va dire c'est beaucoup, mais en même temps c'est pas beaucoup, donc il pourrait encore agrandir sa savoir-faire et probablement dépasser l'humain. Hein. C'est de la médecine générale, il n'a pas de spécialité encore ce robot. Pas pour l'instant, mais imaginez, il devient un spécialiste. C'est vraiment pousser l'intelligence artificielle dans un contexte bien précis, comme on le pousse dans d'autres domaines, comme la mobilité ou autre chose. Ça peut être une aide au diagnostic assez intéressant. Enfin, j'imagine, hein, pour le médecin, ça doit être assez intéressant d'avoir une aide au diagnostic comme ça, s'il accepte en tout cas d'être aidé par une intelligence artificielle. C'est à mettre aussi en relation avec, je pense que c'était Google qui avait expérimenté la reconnaissance de boutons sur la peau. Donc en dermatologie, et arrivait à 99% de résultats positifs sur l'analyse de ce qu'était ce bouton, juste sur de l'imagerie, ce qui est bien plus que ce qu'un dermatologue très spécialisé pouvait réaliser sans faire d'examen approfondi. Et donc c'est vraiment une aide là aussi au diagnostic. Si on met l'intelligence artificielle plus l'imagerie ensemble, si on arrive à les faire parler, etc., ça devient vraiment des outils fort intéressant. Maintenant, c'est de la médecine chinoise dont il s'agit. Non, mais c'est vrai, ils ont une manière aussi de faire de la médecine en Chine qui est un petit peu différente de la nôtre. Hein. C'est-à-dire que normalement, les médecins sont gratuits chez eux, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, il y a une espèce de garantie sur le diagnostic qu'ils donnent. On est obligé d'aller chez le médecin régulièrement, mais si on est malade, il vient gratuitement. C'est un truc comme ça. Enfin, voilà. Je ne sais pas si le robot viendra gratuitement. Par contre, j'ai un petit doute là-dessus. On passe à la lettre... Oui, Bruno. Benoît. Bruno. Ça me rappelle un projet que le NHS, donc les soins de santé britanniques, avait mené il y a quelques années, qui, pour gérer l'afflux de consultations. Donc les soins de santé sont complètement gratuits en Grande-Bretagne. Résultat, les médecins et les hôpitaux sont complètement débordés. Oui. Et donc, pour gérer l'afflux de demandes, ils avaient un système qui s'appelle... Enfin, ils ont toujours un système qui s'appelle NHS Online, qui... À l'époque, je te parle, il y a 12-13 ans, était très primitif, mais qui s'inscrivait un peu déjà dans cette réflexion-là, en disant, mais il y a beaucoup de choses où, toi, patient, tu te poses des questions, tu aimerais bien un avis médical qui ne doit pas nécessairement être extrêmement sophistiqué, mais qui doit un peu te rassurer, et qui te permet d'avancer, et notamment pour les jeunes parents. Et alors, on s'en était beaucoup servi quand ma gamine était toute petite, parce que tu as des moments où t'es au milieu de la nuit, le bébé hurle, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas, t'es paumé, c'est la première fois que ça t'arrive. Donc c'est ton premier enfant, paumé, tu sais pas ce que tu dois faire. T'as pas d'expérience. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle le docteur? Est-ce que je vais aux urgences là? Et alors tu allais sur le système de NHS Online, ça te posait 4-5 questions. C'était très biaisé pour t'envoyer tout de suite
à l'hôpital s'il y avait le moindre doute. C'est ça, Donc il n'y avait pas de risque, mais 9 fois sur 10, ça n'est rien. Il fait une colique, vous lui donnez un peu à boire, vous attendez une demi-heure, vous reprenez la température, vous voyez ce qui se passe, si ça a baissé, c'est bon. Yes. Et ça t'évite de surcharger les hôpitaux, etc. Et donc ce genre de produit, enfin ce genre de projet, ça peut être excellent. En fait, d'une part, ça libère les systèmes de santé pour les gens qui en ont vraiment besoin, et d'autre part, ça rassure, ça décompresse. On sent qu'il y a un réel besoin dans ce domaine-là. C'est tout le succès de ces sites, de ces forums médicaux, genre Doctissimo et des choses du genre, où on lit de tout et n'importe quoi. C'est pas modéré, ça part un peu dans tous les sens. Mais la différence entre un forum et un système qui te donne un diagnostic, un système automatisé qui te donne un diagnostic, parce que c'était ça déjà NHS Online, même si c'était des diagnostics très simples, c'est que tu as un diagnostic, donc tu sais, vous avez ça, tu peux du coup avoir une explication l'accompagnant en te disant, vu que vous avez ça, voilà ce qui va se passer, dans la demi-heure qui vient, il va arriver ça, etc. Et tu n'es pas pollué par des expériences d'autres personnes qui est un peu alarmistes. Ou c'est appelé, parce que vous avez besoin de... Ce qui ne veut pas dire que c'est grave, ce qui veut juste dire qu'on n'est pas capable de donner le diagnostic. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir reconnaître qu'on ne sait pas aller plus loin. Parce qu'il faut voir, parce qu'il faut faire un examen, parce qu'il faut ceci. Mais on parle de la médecine comme étant, et je ne veux absolument pas dévaloriser les médecins en disant ça, on parle de la médecine comme étant, et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est quand même dans les secteurs qui sont identifiés comme étant dans les secteurs qui vont vraisemblablement être assez vite robotisés. Et largement robotisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de médecins, ça veut dire qu'il y a énormément de tâches répétitives, simples, qui peuvent être robotisées. Et avec plein de raisons aussi liées à l'aspect économique de la pratique de la médecine, je serais tenté de dire, toute cette économie qui va autour, on est relativement bien assuré, bien protégé sous nos latitudes, mais ça a un coût aussi derrière. Et finalement, remplacer en tout cas la première ligne par une intelligence artificielle, ça permet peut-être aussi de mieux gérer les coûts, de ne pas nécessairement devoir aller systématiquement chez le médecin pour le petit bobo ou pour des choses qui sont peut-être pas très très graves ou simplement peut-être pour aller chercher une ordonnance. Voilà. Et donc ça peut aussi aider à limiter les coûts de soins de santé, quoi. Donc affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire dans ces cas-là, mais c'est plutôt intéressant, en effet. On était à la lettre... je ne sais plus où je suis. On est à P maintenant. Portrait, Benoît. Portrait d'un robot encore qui gagne le prix Taylor Wessing. Non, il fait 3e. Il fait 3e. C'est vrai que le titre est incorrect. Il gagne un prix. Il fait gagner le 3e prix. Le 3e. Mais donc, il faut rappeler ce que c'est, peut-être le prix Taylor Wessing. Donc, le prix Taylor Wessing, c'est un prix organisé par la National Portrait Gallery, qui est un musée anglais. Taylor Wessing, c'est une société, c'est très anglo-saxon, donc c'est qui a sponsorisé le... Ça pourrait être Pirelli, Michelin... Voilà, tout à fait. Donc, c'est une boîte, je pense, je ne sais plus quoi c'est même comme boîte. Enfin, c'est pas un photographe, c'est pas quelqu'un de connu. C'est la boîte qui paye pour l'organisation du prix. On les remercie. C'est très gentil de leur part. Et donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant que la National Portrait Gallery organise un concours de portraits photographiques, qui est devenu un concours reconnu comme étant un concours qui délivre de bons portraits. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que le 3e prix est allé à un photographe dont le sujet était un robot. D'accord. Un robot humanoïde très 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 précis, enfin tu vois pas instantanément que c'est un robot. D'accord. Bien évidemment qu'on nous le sait, on a un peu tendance à mais les juges en fait n'étaient pas au courant, il y avait le titre faisait réfléchir mais n'affirmait pas que c'était un androïde. D'accord. Et donc c'est assez c'est pas grand chose et puis c'est plein de choses à la fois parce que le portrait c'est vraiment la discipline qui n'est pas la nature morte, qui n'est pas la qui est vraiment la photographie d'un être vivant. Oui. et donc, là, c'est pas un être vivant. Et des juges, quand même habitués à juger des portraits, etc., trouvent que c'est aussi bon qu'un portrait d'un être vivant. Donc c'est plutôt... c'est un cas de c'est un cas d'école, quoi. L'art est là pour faire réfléchir, et moi je trouve que ça fait réfléchir. Ah oui, ça c'est pour le coup, c'est clair. On a la photo, on mettra le lien, effectivement. On l'a peut-être... tiens, on peut même la montrer à ceux qui nous regardent, parce que vous êtes quand même quelques-uns à regarder ces vidéos. On peut vous donner quelques images aussi. Mais sinon, vous les trouverez via lestechno.be, comme je l'ai dit là tantôt, via les liens sources que nous vous proposons. C'est original. Regardez, c'est l'image de droite. Bien sûr, la 3e. Oui. 3e prix. Parfait, merci. C'était
bonne info, je trouve. C'est vrai que ça fait réfléchir, du coup. On n'a pas envie de passer à la suite. Si, quand même, on va passer à la suite. Est-ce comme streaming, Bruno, on va parler de streaming, puisque les acteurs européens du streaming, on parle de musique ici, fondamentalement, si bien ils comptent s'aligner, s'unir, en tout cas, faire du lobbying quelque part. Oui, ils font une alliance. Ils font la Digital Music Europe, la DME, et c'est les grandes sociétés européennes qui le font. C'est Spotify. Pour rappel, Spotify, c'est quand même le plus grand pour l'instant. Ils sont suédois à la base. Deezer, qui sont français, et Qobuz. Je pense que la plupart connaissent Spotify et Deezer. Qobuz est peut-être un peu moins connu, mais ils font plus dans la qualité, ils font de ça leur étendard. Donc c'est vraiment la qualité qu'ils veulent mettre en avance. Après, les catalogues, on sait très bien qu'ils se valent les uns les autres. Vous avez Google Music aux États-Unis, Apple Music, Amazon qui se lance là-dedans aussi. Donc là, ils veulent être forts ensemble contre justement ces grands Américains qui pourraient vouloir dominer le marché européen ou même voire même mondial. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement pour contrer cela? Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de ce qu'ils vont faire. Ils sont juste unis. C'est déjà pas mal de s'unir entre concurrents. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça permet peut-être de rebondir sur cette info-là. Ça fait un petit peu partie du même décorum, entre guillemets. On sait que d'ici la fin de l'année, il est possible que l'indépendance du web soit mise à mal par le gouvernement américain, puisqu'ils vont casser des lois qui avaient été mises en place par Obama, qui garantissaient cette neutralité du web, etc. Donc là, il est question de ne plus avoir un web aussi neutre qu'on l'a pour l'instant. Et ça va nous toucher forcément aussi, puisque le web il est mondial, et que donc voilà, ce genre d'association peut-être, c'est aussi pour prévenir ce genre de choses qui vont se produire bientôt, pour se faire une petite idée de ce qu'est la neutralité du web. C'est un peu comme si demain votre provider, donc la personne, enfin les gens qui vous donnent accès à Internet, vous disent on va réduire le prix de votre accès à Internet, mais si vous voulez avoir YouTube, il va falloir payer un petit peu plus. Et puis si vous voulez avoir Facebook, il faudra aussi payer un petit peu plus. Et puis si vous voulez, voilà. Et donc ça va être un web à la carte, en fonction des moyens des utilisateurs. Et évidemment, ça va à l'encontre de ce qu'est le web de manière générale, de ce qu'est Internet aussi. Donc ça fait un peu tâche dans le décor. Et je trouve que tu le présentes même d'une manière qui est optimiste, parce que ce qui va vraisemblablement se passer, c'est que Facebook sera gratuit, parce que Facebook aura payé. Peut-être. Certaines structures comme ça sont gratuites parce qu'elles auront payé le provider, mais ce qui veut dire que un certain nombre de personnes risquent d'avoir un abonnement réduit qui leur donnera accès en fait qu'à quelques sources d'informations. Et donc d'autres éléments d'information qui peuvent être pertinents seront complètement invisibles, et en particulier, et c'est un risque qui devient assez important, puisqu'on a quand même les GAFA, les 4 qui dominent actuellement l'Internet. Il y a cette idée qu'on ne voit pas comment, mais on peut encore imaginer qu'une autre structure vienne, etc. Si on a une situation où les GAFA se sont achetés l'accès et qu'il faut payer l'abonnement, c'est 5 € si tu te contentes de cela, mais c'est 50 € si tu veux pouvoir aller voir d'autres sites, il est vraisemblable que les autres sites vont disparaître. Et donc ça étrangle au départ des acteurs et de l'innovation. Je pense au logiciel libre, par exemple. Je pense que Framasoft, pour citer ceux-là, n'auront pas les moyens de payer la dîme, entre guillemets, et que donc, pour avoir accès à du logiciel libre, on serait obligé de payer en plus. Le provider pour y avoir accès. Ce qui est un monde, enfin on n'a juste pas envie de ça, quoi. Soyons clairs. Et pourtant, c'est vers ça que l'on tend, en tout cas, d'ici cette fin d'année. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans l'indifférence générale, parce que c'est pas assez expliqué dans les médias traditionnels, cette neutralité du web. C'est perçu comme étant un truc compliqué. Oui, c'est ça. C'est encore un truc de geek. Absolument pas, et ça concerne tout le monde. Alors que ça concerne vraiment la liberté individuelle. Là, pour le coup, les libertés individuelles sont touchées aussi quelque part, puisque c'est la liberté de s'informer qui est touchée. Donc voilà. On passe à la suite, si vous voulez bien. Fermons la parenthèse, mais n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Et on essaiera s'en faire les clous dans les épisodes prochains. On était à la lettre P comme T.
Comme Tesla. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur Tesla. On aurait déjà pu un petit peu en parler la semaine dernière, d'ailleurs, du poids lourd Tesla. C'était encore un peu trop frais à notre goût. On n'avait pas encore eu le temps vraiment d'analyser la question. Tesla, donc, qui a présenté son poids lourd, Bruno. Oui, ils avaient annoncé il y a quelque temps qu'ils allaient sortir un poids lourd. On l'attendait, ils l'ont présenté en vrai. Ils ont donné quelques chiffres. Ils ont surtout parlé du parti économique, la partie économique de la bête. Lors de la présentation, ils ont surtout insisté sur le coût au kilomètre. Ce qui est pour les sociétés qui utilisent des poids lourds, la donnée la plus importante, c'est combien va me coûter mon poids lourd au kilomètre. Donc on peut calculer avec autant de kilomètres ce que ça va me coûter. Bien sûr, ce prix était très bas par rapport à un nombre de kilomètres élevé, mais on ne savait pas le prix du poids lourd. Donc le poids lourd est super high-tech, super design, donc avec une superbe autonomie, une magnifique puissance. Comme on connaît les produits Tesla, je vous laisse aller voir les détails, c'est simplement magnifique. Ça donne envie de rouler en poids lourd, même si oui, c'est ça. Jamais roulé en poids lourd. Maintenant, ils ont annoncé le prix. Il peut paraître très cher. Ils ont annoncé un prix entre $150 000 et $200 000. En fonction des batteries et des versions. Mais il faut savoir qu'un semi-remorque, donc la partie avant du tracteur du poids lourd, en conventionnel, coûte aux alentours des $120 000 de toute façon. Donc vous voyez, la différence, elle est assez peu, elle n'est que de 20% plus chère pour avoir un produit complètement électrique avec une très très bonne autonomie, avec beaucoup d'autres fonctionnalités et donc c'est pas si cher que ça. Ce qui explique le coût réduit au kilomètre en fait, parce que plus on va faire de kilomètres, plus ce prix-là va se réduire et à l'usage l'électrique est forcément plus économique que le conventionnel du fait qu'il y a beaucoup moins de maintenance, etc. Donc un produit intéressant mais qui nous touche assez peu finalement, quoique il va toucher beaucoup notre environnement, des poids lourds qui font plus de bruit et qui sont rapides et autonomes, etc. Donc et on gagne de sécurité, donc beaucoup moins d'accidents et tout. Ça va nous toucher directement, même si on s'en rend pas compte pour l'instant, parce que lié à ça, il faut s'imaginer que s'ils sont capables de sortir un poids lourd, ils vont être capables de sortir un bus. Oui, pourquoi pas. C'était dans les plans, je pense. C'est dans le master plan de Elon Musk. Par contre, ils ont annoncé en même temps, mais c'est leur petit, je passe au sujet suivant, leur petit one more thing à la Apple, c'est qu'ils ont présenté, et tout le monde l'attendait aussi à un certain moment, c'est la nouvelle version du Roadster, donc petite voiture sportive. Donc Tesla avait commencé par ça, ils avaient pris la base d'une Lotus, qu'ils avaient transformé en voiture électrique, une voiture qui n'était pas au niveau des Tesla actuels, mais qui avait déjà fait fureur à l'époque, mais c'était une voiture déjà très très chère, elle coûtait 200 000 € à l'époque aussi, c'était très 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 précurseur. Là, le nouveau Roadster est simplement, sur papier en tout cas, et il y a certaines personnes qui ont pu l'essayer, le prototype, a l'air simplement monstrueux. Le prix sera à peu près le même, à peu près 200 000 €. Vous me dites, c'est cher? Non, c'est le prix d'une voiture équivalente, sauf que là, elle bat à plat de couture tout ce qui existe sur le marché. Juste un chiffre, c'est du 0 à 100 en 1,9 secondes. C'est Elon Musk lui-même qui l'a tweeté dans la foulée de la... Voilà, vous pouvez, sur ceux qui ont l'image, voir le tweet, vous pouvez le suivre sur les liens. Il a même dit, oui, à certains moments, la voiture va pouvoir voler. C'était la petite blague d'Elon Musk, mais c'est vrai qu'avec cette puissance, pour arriver à ça, à cette puissance, à cette vitesse, la Tesla Roadster aura 2 moteurs à l'arrière et un à l'avant, donc un de plus que les modèles actuels Tesla qui ont 2 moteurs maximum. Donc faut s'imaginer cela. Il y aura une autonomie qui va avoisiner les 1000 km. Ça, pour une voiture sportive, c'est aussi très très intéressant. Pour cela, il y aura des batteries avec 200 kW. Les plus grandes Tesla, enfin les Tesla avec le plus d'autonomie en ce moment, ont 100 kW de batterie. Là, le Roadster, on aurait le double. Je ne sais pas où ils vont les mettre, vu que la voiture n'a pas l'air très grande, mais ça, peut-être qu'ils vont. Bon, ça évolue aussi. Ils vont miser sur l'évolution des batteries parce que vous vous doutez, ce Roadster ne va pas sortir tout de suite. Ça sera dans quelques
quelques années, donc 2020, 2021 probablement, avec le retard habituel de Tesla aussi. Justement, c'est ce que j'allais dire. J'ai un petit commentaire quand même là-dessus, parce que, pas mal de gens, en tout cas, considèrent que l'annonce des camions, etc., très, très beau, très joli, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi un petit peu pour noyer le poisson, parce qu'il a de gros retards sur la production de voitures qui sont déjà commandées et dont on n'a pas encore vu beaucoup la couleur. Et donc, le fameux modèle 3. Et donc, c'était un petit peu l'occasion de faire, comme on dit, de l'esbrouf, mais en même temps de noyer le poisson en disant, regardez, on travaille sur un tas de trucs en même temps et on est capable de faire ça, on est capable de faire des gros camions, on est capable de faire des voitures qui roulent vite, et là, tout le monde reste évidemment ébahi, mais plus personne pose la question de savoir, et le modèle 3, on l'aura quand. Ça, c'est Tesla. Et d'ailleurs, on le sait, et depuis le début, ils ont dit, oui, c'est de la nouvelle technologie, on aura du retard, il faut faire avec. C'est tout. Et donc, les fanboys de Tesla, parce qu'il y en a aussi, savent cela. Mais ils sont prêts à attendre pour avoir l'exclusivité sur leurs petits bijoux et prêts à investir ce qu'il faut pour faire avancer les choses. L'idée d'Elon Musk n'est pas forcément de te faire de l'argent avec Tesla, c'est de pousser le reste de l'industrie à aller dans cette même direction. Donc, il l'avoue clairement, son master plan, c'est de passer à l'électrique toute l'industrie automobile. Donc, c'est pas forcément lui qui veut gagner de l'argent, il veut changer le monde. C'est ça son idée à la base. Voilà. Donc, voilà, c'est assez intéressant ce produit-là. Il y a déjà des réservations possibles pour le poids lourd et pour le roadster aussi. Donc voilà, allez-y, sortez votre portefeuille parce que ça y va. Pour le poids lourd, maintenant, c'est passé à $20 000 de réservation. D'accord. Mais je pense qu'il y a des sociétés de transport qui vont y aller, ne serait-ce que pour, entre guillemets, se racheter une conduite et dire, tu vois là, nous on roule vert, on a des camions électriques, tu vois, pour un peu redorer leur blason. Je pense qu'ils vont aller par là. Est-ce qu'ils vont réellement les utiliser? Ça, on le verra dans la durée. Mais il va y avoir des commandes, je suis à peu près... Il y en a déjà. Il y a déjà des grosses sociétés de transport qui ont passé des commandes fixes à Tesla pour des semi-remorques. Ça va être bizarre. Ils sont très beaux, ces camions. Ça va être bizarre, les pin-up peints sur la portière, les trucs du genre. Je sais pas si ça va être de très très bons. Ça sera des portraits de robots. Peut-être. Peut-être gagner des prix. Tiens, Bruno, justement... pour la blague peut-être, mais c'est plutôt rigolo. Tesla lance aussi un superchargeur. Alors le superchargeur, c'est là où on va justement charger la voiture, la fameuse Tesla. Mais un superchargeur et un powerbank, mais pour smartphone, donc des petits, tout petits. Oui, c'est une petite anecdote. Moi, j'aurais pu le mettre dans mon what the fuck. What the F, on va pas dire le mot, parce qu'on n'a plus le droit de dire le mot. C'est superchargeur, donc c'est powerbank et c'est chargeur de bureau. Enfin, surtout le powerbank, il intègre donc cette même cellule qui est utilisée sur les Tesla. Ce ne sont que des petites cellules combinées dans des batteries. Faire toute la charge des Tesla. Donc cette même cellule, la petite blague, c'est bien joli, c'est les mêmes designs, ça a été soi-disant modélisé suivant le modèle 3, produit suivant le modèle 3D de la vraie borne pour le chargeur et pour la powerbank, l'idée est la même, mais ça coûte pour la powerbank quand même $45. On sait avoir des powerbanks beaucoup moins chers de nos jours. C'est pour le fanboy ou c'est pour dire voilà, je t'offre un produit Tesla. Oui, c'est ça. Elle livre combien de milliampères on sait la capacité de la powerbank? Je sais pas regarder. J'ai pas regardé les détails, mais je pense que ça doit être dans les 5 ou 6 000 milliampères. Donc de quoi charger un téléphone, voire un téléphone et demi en une fois, ça dépend des téléphones. Quel cas est un petit peu cher. Rien de spécial. C'est pas un superchargeur. Oui, c'est ça. C'est pas un vrai superchargeur. Mais après, est-ce que Tesla serait en train de se lancer un peu dans la diversification de produits, tout ce qui est électrique, pour voir s'ils arrivent à avoir un écosystème plus complet ou à avoir des clients par le bas de la pyramide, on ne sait pas, mais voilà, c'est un petit gadget sympa. Ça ressemble plus à du merchandising, j'ai l'impression. C'est comme quand tu vas chez Maserati, tu peux avoir un parapluie Maserati, mais tu vas le payer. Tu vas le payer 3 000 € le parapluie Maserati. Par exemple. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas si Benoît avait des commentaires à faire sur Tesla, voiture électrique, camion électrique. C'est pas ton domaine, ça. Les trucs, dès qu'il y a plus de 2 roues, ça...
Non, et puis je peux pas m'empêcher de me dire quand je vois Tesla que ça me fait la même impression que la cigarette électrique. On prend un vieux truc qui est pas remarquable et puis on l'électrifie et puis ça fait plaisir aux fanboys. Mais effectivement, c'est pas mon truc. Enfin, ceci étant dit, si ça permet de moins polluer, je parle des camions en l'occurrence, parce que la voiture, c'est vrai qu'on pourrait s'en passer. Les camions, c'est plus difficile parce que ça transporte des choses. Alors, il y a d'autres modes de transport, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, disons que c'est une idée, pourquoi pas, finalement, le camion électrique. Mais c'est même pas certain, en fait, parce que de gros éléments de pollution viennent des freins, viennent de... Il n'y a pas que le moteur qui est un élément polluant, donc c'est même pas... Voilà. Bon, c'est ça aussi les technos, c'est des opinions, et c'est bien comme ça, justement. On a déjà la lettre U comme Uber, Bruno, pour parler d'Uber qui commande. Ça va faire plaisir à Benoît. 24 000 bagnoles d'un coup, mais des Volvo, et elles ont une particularité, c'est qu'elles sont autonomes. Oui, Volvo s'est mis à l'électrique aussi, comme d'autres grands constructeurs. La dernière annonce, juste en passant, c'est Volkswagen qui veut passer au full électrique après tous les problèmes qu'a eu Volkswagen avec les scandales de pollution. C'est un peu normal. Mais Volvo aussi fait l'électrique et de l'hybride, donc en partie électrique, et Uber, donc qui eux ont un service de taxi. C'est pas forcément eux qui ont les taxis. Ils emploient des conducteurs de taxi qui ont leur propre taxi. Ici, c'est Uber même qui a fait apparemment commande de 24 000 Volvo, qui seraient des XC90, c'est des SUV, donc des voitures assez grandes, luxueuses, d'un certain prix. Donc, elles avoisinent les 60 000 euros sur le marché. Donc, c'est pas le prix qu'a payé Uber que va payer Uber pour ces 24 000 véhicules. Ils auront peut-être une belle ristourne, je pense. Mais elles sont effectivement autonomes. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de se passer d'une partie de ce qui pose problème chez Uber, c'est les conducteurs de mais taxi. on l'avait dit depuis très longtemps, et c'est sans doute la raison pour laquelle cette société est hyper valorisée, c'est que son modèle économique ne repose pas sur le conducteur, mais sur la voiture. Et donc, c'est une société qui fait de la logistique, mais leur but, c'est de justement ne plus avoir de chauffeur. Et ça, je pense qu'on le sait depuis longtemps, mais on n'y croyait pas, parce qu'il n'y avait pas encore de voitures autonomes sur le marché, et que c'était encore de la science-fiction. Mais là, on y est quasiment. C'est demain. C'est demain, c'est vraiment demain. Donc là, ils ont passé commande et ils seront fournis entre 2019 et 2021. Donc c'est demain, c'est vraiment pas l'année prochaine. On y est presque, mais c'est l'année d'après. Voilà. Dans quelques épisodes des technos, on aura des voitures autonomes Uber qui vont sillonner le monde. Où exactement, on ne sait pas encore. Mais pour répondre juste à la petite critique de Benoît, parce que j'aime pas les critiques sur l'électrique. Oui. Les problèmes, de pollution des freins restent sur les voitures électriques. Quoique les voitures électriques freinent moins, pas à la base, parce qu'on va utiliser plus l'énergie qu'on récupère. Ouais. Et aussi, si elles sont autonomes, on peut gérer mieux les freinages. Donc, a priori, des semi-remorques ou des voitures ici autonomes vont gérer mieux le flux des voitures et auront besoin de freiner beaucoup moins. Donc, ce sera beaucoup plus écologique de ce côté-là aussi. Donc, juste pour répondre à Benoît, de ce côté-là. C'est vrai. Enfin, moi, je trouve que ça se défend. L'argument tient la route. Il y a un certain nombre de villes qui sont en train de s'interroger en se demandant s'il ne faut pas interdire les voitures autonomes privées dans les villes, parce qu'une voiture aujourd'hui, ça consomme à peu près 15 mètres carrés d'espace. Oui. Et donc évidemment, c'est ce qui fait qu'on a des bouchons. C'est que l'occupation d'espace est colossale. Et donc l'énergie qu'il faut pour fournir une route, etc., sur laquelle on va pouvoir les placer, est extrêmement important. Et tu te dis qu'on va multiplier ça par des véhicules qui ne transportent plus personne. J'avais juste pris l'exemple du frein, mais... Tu as raison sur la voiture individuelle, tu l'as précisé, la voiture privée autonome, pour moi, ça n'a pas de sens. À partir du moment où la voiture est autonome, il faut qu'elle soit partagée parce qu'elle a besoin de rouler d'abord. Et puis, elle ne doit pas rester stationnée, elle ne doit pas prendre de la place le long du trottoir, elle en ça que je doit parlais servir. Des cigarettes, en fait. On est sur un vieux modèle, on met d'électrique dessus, et du coup, ça devient extraordinaire. Mais ça reste fondamentalement le même produit. C'est loin
me semble-t-il, d'être une révolution et d'arriver avec quelque chose qui est vraiment différent. Là, on parle non seulement de la voiture électrique, mais autonome par ailleurs. Et donc, l'idée qu'elle soit autonome, elle m'a servi, moi, ce matin, pour aller travailler, mais elle peut servir quelqu'un d'autre pour aller faire... T'es à 200 mètres de ton boulot. Merci de le préciser, ça va m'aider dans mon explication. Mais non, mais tu vois, la voiture autonome, elle va rouler, elle va servir à plein de gens. La vérité, c'est que personne ne sait vraiment comment ça va se passer. Non, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. En l'occurrence, Uber, c'est de la voiture partagée. Taxis, oui. Ici, c'est des taxis. C'est de la voiture partagée. Si tu regardes historiquement les technos qui ont vraiment été des éléments perturbateurs, ça a effectivement, quelque part, toujours démarré en disant on reprend ce qui existe et on le change un petit peu. Et puis à un moment, on comprend comment ça doit vraiment fonctionner. Et là, on abandonne l'ancien modèle, on repart sur le nouveau modèle. On est très loin de là. Oui, mais ça a besoin d'avancer. On est dedans. Les outils, il faut les outils, et les outils sont en train d'être créés. Donc c'est plutôt positif, j'ai l'impression. Je me permets de critiquer à nouveau, de donner un complément, parce que c'est quand même mon métier, la mobilité électrique. Et en fait, les voitures électriques permettent un peu de la prise de conscience des gens, justement. C'est pas forcément le fait que les gens vont en acheter une voiture électrique, et je rejoins Benoît de dire que la voiture est complètement inutile dans une ville s'il transporte une personne, voire deux personnes. Mais il faut penser à ce qui en découle. Les motos électriques, et on n'est pas loin des motos électriques autonomes qui arrivent à faire l'équilibre d'elles-mêmes. Ça va arriver demain aussi. Donc une moto prend déjà beaucoup moins d'espace, mais il faut penser aussi alors au vélo et autres moyens de transport qui pourraient être autonomes aussi. Imaginez un vélo autonome qui vient vers vous quand vous en avez besoin, que vous lâchez quelque part et qui va retourner ou va aller vers son prochain client, on va dire ça, de lui-même. Donc voilà, qui dit autonome dit intelligence artificielle qui est pensée circulation, et ça sera intégrable dans tous les moyens de transport, pas que les voitures, pas que les poids lourds, les bus et autres. Donc il faut penser à tout ça. C'est une porte d'entrée qui nous permet de réfléchir, de développer la techno pour l'appliquer à d'autres moyens qui seront plus adaptés. Moi, ma philosophie est de dire, prenez le moyen de transport qui est adapté à vos besoins. Pour aller chercher une baguette de pain, on n'a pas besoin de... si elle est à 500 mètres, allez-y à pied. Ça marche très bien. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent leur voiture 120 chevaux pour aller faire une course à moins d'1 kilomètre. Ça, on nage en pleine absurdité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ici, la news dans laquelle on est parti, revenons à nos moutons, c'est un Uber, donc c'est de la voiture partagée, électrique et autonome. Moi, si demain, il n'y a que des voitures partagées, autonomes, qui circulent et qui me permettent d'aller du point A au point B quand j'ai besoin d'un véhicule plus grand ou de le partager avec mon voisin, tout ça, ça me va très très bien, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, il y aura peut-être un dixième du nombre de voitures qu'on a actuellement sur les routes et qui, elles, ne servent pas à grand-chose, finalement. Voilà. Ça a besoin évidemment d'évoluer et... On en reparle dans 5 ans. Allez, oui, prenons rendez-vous. Dans 10 ans, alors. Allez, 10 ans. Ceci étant dit, ce sera peut-être pas avec Uber. Parce que Uber, j'essaye de rebondir quand même, parce que Uber n'est pas tout net non plus, parce qu'il y a quand même des utilisateurs qui ont été piratés. Des utilisateurs Uber, et pas qu'un petit peu, 57 millions d'utilisateurs, donc tous, ont été piratés à un moment ou à un autre, dont ce qui les fait vivre pour l'instant, les chauffeurs. Oui, 600 000 chauffeurs, et donc ça s'est passé apparemment fin 2016. Sympa de l'apprendre maintenant, comme d'habitude. Donc 57 millions d'utilisateurs de l'époque. J'en faisais pas encore partie, très bien. Mais effectivement, les 600 000 chauffeurs aussi ont été piratés, et apparemment, Uber aurait même payé les hackers $100,000 pour pas divulguer les informations donc hackées. Donc voilà, du rançonnage de données. Juste information intéressante que Marc a rappelé lors de cette news, c'est un peu Uber rentre dans le top 10. La 10e position du nombre d'utilisateurs piratés de tous les temps. À la première position, il y a Yahoo avec ses
3 milliards d'utilisateurs. Après, il y a d'autres connus comme Adobe et LinkedIn, MySpace, Dailymotion, Dropbox. Il y a eu Dropbox en 2012 et Uber donc en 2017. Il y en a d'autres après qui suivent, mais donc au top 10 quand même, c'est Uber, le dernier app connu en tête. Voilà. Ok, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Il n'y aura pas de W, what the f... Mais il y a un Y. Il y a un Y. Il y a un Y comme I. Mais je sais pas non plus comment ça se prononce. YI. Voilà, YI, Benoît, qui est un fabricant de caméras que je ne connaissais pas. C'est un fabricant chinois. C'est une petite boîte qui est extrêmement active, qui sort. Ils ont un modèle au format 4 tiers, format micro 4 tiers d'appareil photo, on va dire, pour amateurs avertis. Ils ont une caméra d'action, ils ont des caméras de surveillance et ils se rajoutent une caméra sphérique, donc une caméra qui filme à 360 degrés. La YI 360 VR, je pense. Ouais, donc c'est pas. Et pour rappel, YI veut dire docteur. Je l'ai dit dans une news juste avant. Donc vous n'avez pas écouté notre podcast. Le petit docteur fait donc des vidéos. Et donc ce qui est évidemment intéressant, c'est que le produit, ils sont assez compétitifs sur les tarifs. Généralement, ils sortent des produits qui sont bons, bien finis, quali. Comme ils le disent, ils visent le marché chinois et le marché chinois devient assez exigeant maintenant. Et donc, leur premier marché, c'est de vendre des produits aux Chinois un petit peu enrichis qui veulent des produits de bonne qualité et donc qui doivent être comparables par rapport aux produits qu'on va trouver sur les marchés, sur nos marchés. Et puis, après, ils leur vendent chez nous et donc ils la proposent. Alors, on n'a pas encore le prix en euros, mais ce serait $400 sur le marché américain. On attend l'alignement, enfin le prix annoncé par les importateurs sur l'Europe. Donc c'est une caméra 360 avec le même principe que la... Oh, j'ai oublié le nom maintenant, voilà, ça c'est ballot. La Ricoh. La Ricoh. Oui, elle est plus grosse. La Ricoh. Voilà, la Ricoh, c'est autre chose. Plus grosse que la Ricoh, quand même. Elle est plus grosse, mais c'est le même principe. C'est-à-dire deux objectifs tête bêche qui chacun prennent 180 degrés. En gros. Il y a un stitching entre les deux. Et alors, ils mettent l'accent sur le côté connectique. Et donc, par exemple, il y a un support Wi-Fi qui te permet de streamer directement vers YouTube ou vers Facebook. Pas mal. Tes vidéos sphériques. Faut voir comment, enfin ce jour on revient à chaque fois avec le même argument, mais il faut voir comment est-ce que la sauce va prendre, on attend encore, c'est quand même très spécifique ce genre de vidéo, parce que finalement c'est la personne qui regarde qui scénarise quelque part. Oui, mais là je pense qu'il ne s'adresse pas à un marché professionnel avec ce produit-ci, c'est plus un produit pour les gens filmés gentiment, au film sphérique. Ça ne mange pas de pain, monsieur, c'est bien. Moi, je me souviens, il y a quelques années, Canon avait présenté cette solution assez visionnaire, justement, en disant, mais quand tu veux faire des événements familiaux, ça a beaucoup de sens d'avoir les personnes qui filment, et puis la personne qui est à distance, le membre de la famille qui ne peut pas être là, qui à la limite peut se balader comme s'il était là. Comme donc ça a du sens de lui laisser scénariser. Là, ça a du sens. Voilà. Ça n'en a pas toujours. Non, non, soyons clairs. Des fois, on veut raconter une histoire alors tu dois être plus directif. Il faut être plus directif. Ou alors, il y a beaucoup de talent et on arrive à créer quelque chose, une ambiance qui font que les gens vont aller vers l'idée qu'on a envie de développer. Avec 50 histoires en même temps. Peut-être, ça pourrait être très gai. Mais voilà, ça, on n'a pas encore vu ça, soyons clairs. C'était notre dernière news de ce 144e épisode des Technos avec Benoît et Bruno. Je me suis pas trop trompé encore. Non, ça a été. Tu t'améliores. Il y a eu des épisodes. On aurait dû mettre des petits copions sous les écrans. Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour la prochaine fois. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à balancer vos commentaires, pourquoi pas nous faire des petites demandes. On a ça régulièrement aussi, des gens qui nous disent tiens, ce serait pas mal que vous nous parliez de ceci ou de cela. Alors selon les affinités des différents chroniqueurs dans l'équipe, on peut aborder ce type de sujet de temps en temps. On arrive tout doucement à la fin de l'année, donc on va certainement faire une petite pause entre Noël et Nouvel An, mais ça ne nous empêchera pas, bien entendu, de vous proposer éventuellement des hors-séries ou des choses comme ça, on le fait d'habitude. Donc si vous avez des demandes, c'est à ça que je voulais en venir, n'hésitez pas à le faire savoir également
en commentaire de cette vidéo, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre site lestechno.be ou même sur informaticien.be, puisque là aussi vous pouvez nous voir. Merci en tout cas à tous les deux. Benoît, merci Bruno, et on se dit à très bientôt. Bye bye. Salut.